dans ces conditions, ce n'est pas très facile d'intervenir. C'est la raison pour laquelle on vous propose d'utiliser le chat pour poser vos questions et ainsi nourrir le débat. Au fur et à mesure, on prendra en compte naturellement vos questions. Dernière chose, évitons dans le chat même de faire des débats parallèles. C'est plus intéressant de nourrir le débat. Donc, voilà où nous en sommes techniquement. Je pense qu'on est tous et toutes au point. C'est déjà une bonne chose. Et maintenant, quelques mots pour démarrer. En fait, on voit bien ces temps-ci que la laïcité est complètement au cœur du débat public. Et on est à quelques jours, y compris, de la journée nationale de la laïcité qui va se tenir le 9 décembre, et pour laquelle beaucoup de villes, de collectivités, départements ont prévu quelque chose aussi, les établissements scolaires. Donc, on a vraiment des éléments qui vont, des discussions qui vont avoir lieu. Alors, pour nous, ce qui nous paraît vraiment important, mais je pense pour vous aussi, c'est que quand on parle de laïcité, tout est souvent bien déformé quand même. Bien déformé, instrumentalisé pour diviser et, je dirais, pour stigmatiser une partie de la population. Et notre Seine-Saint-Denis en souffre, je dirais, assez particulièrement. Parce que les quartiers populaires sont stigmatisés, les jeunes sont stigmatisés, les musulmans sont stigmatisés, et tout ça est difficile à vivre. Et du coup, personne, ou en tout cas beaucoup, n'y comprennent pas grand-chose à la laïcité. Disons, c'est très embrouillé. Voilà pourquoi on fait appel aujourd'hui à votre intelligence, avec la volonté de travailler un peu sur ce concept et de démêler ce qu'il est, ce qu'il n'est pas, ce qu'il peut, ce qu'elle peut, la laïcité, et ce qu'elle ne peut pas. Voilà un peu l'objectif. Évidemment, l'école va être au centre, comme vous l'avez vu dans notre invitation. Et tout de suite, parce que je pense que c'est un point important, on va écouter Jean-Louis Bianco, qui est le président de l'Observatoire national de la laïcité. Et vous avez vu qu'il avait été mis en cause par Castex, par le Premier ministre, qui veut non seulement changer les personnes, mais aussi changer le sens même de l'Observatoire en voulant l'instrumentaliser lui aussi contre les séparatismes, comme il dit. Donc voilà, quelque chose est en train de bouger et nous marquons toute notre solidarité aussi à Jean-Louis Bianco. Alors tout de suite, la vidéo. Vous le savez bien, une époque particulièrement difficile pour beaucoup d'entre nous et pour notre pays, la France. Les crises se conjuguent et se renforcent. Crise environnementale, crise de la pandémie, crise sociale, crise économique. Et la laïcité n'est pas épargnée. C'est un moment important pour la laïcité que nous sommes en train de vivre. Et je voudrais vous demander, mais je sais que vous le faites, de travailler en bon militant de la laïcité, en regardant les faits et pas les on-dit, en regardant les faits et pas les rumeurs, en essayant d'analyser, de comprendre au lieu d'exclure. C'est ça la démarche laïque, c'est la démarche où on se construit soi-même en même temps qu'on fait nation, qu'on construit le collectif, qu'on construit le vivre ensemble. Pour y contribuer, je voudrais juste vous livrer ma définition de la laïcité. Il y en a beaucoup. La mienne est contestable, mais je pense qu'elle est de celles qui expriment le plus simplement pour celles et ceux qui ne comprennent pas, ou celles et ceux qui ne veulent pas comprendre ce qu'est la laïcité. La laïcité, ce n'est pas une valeur, c'est la liberté, c'est l'égalité, c'est la fraternité qui sont des valeurs. La laïcité, c'est un principe politique d'organisation de la cité, un principe avec des bases juridiques et qui repose sur 3 piliers. Premier pilier, le premier dans l'histoire, le plus important, qu'on oublie trop souvent par les temps qui courent, la liberté. Liberté de conscience, liberté de croire, de ne pas croire, de changer de religion, de pratiquer sa religion. La laïcité n'est pas anti-religieuse, elle garantit la liberté des cultes. Le deuxième pilier, c'est la séparation des églises et de l'État. Les églises qui avaient pesé si longtemps, notamment l'Église catholique, ne doivent plus maintenant le faire. La loi civile appartient à la loi démocratiquement votée et à la souveraineté nationale. Il n'y a pas de loi religieuse, cléricale, qui s'impose à la loi civile.
La loi protège la foi, on l'a vu, liberté de culte, aussi longtemps que la foi ne prétend pas faire la loi. Séparation des églises et de l'État, ça veut dire neutralité religieuse de l'État, des collectivités publiques, des services publics. Et c'est la garantie que nous sommes traités à égalité, sans avoir besoin d'être du bon parti, du bon syndicat ou de la bonne église. Et puis le troisième pilier qu'on oublie beaucoup trop souvent, c'est la citoyenneté. Nous sommes tous différents par nos origines, nos convictions, nos sentiments, nos centres d'intérêt, nos histoires, nos sentiments d'appartenance, nos parcours. Et la République laïque nous dit que c'est une richesse, cet ensemble de différences. Mais ça a une condition, c'est que nous n'oublions jamais que nous sommes toutes et tous, femmes et hommes, d'abord des citoyennes à égalité de droits et de devoirs. Citoyens, citoyennes, c'était le beau nom qu'on se donnait pour marquer la fraternité pendant la Révolution française. Et vous voyez que le principe de laïcité nous fait décliner les trois piliers de notre devise républicaine, liberté, égalité, fraternité. Si je vous dis cela, que vous savez, c'est pour vous encourager, pour vous dire que je suis présent avec vous par cette vidéo et par la pensée, et vous dire que la meilleure manière de construire une société, de faire nation, la meilleure manière de trouver ce qui nous rassemble, c'est d'être d'abord des citoyennes et des citoyens. Il n'y a pas de définition pour être citoyenne ou citoyen. C'est une notion relativement abstraite que nous avons proclamée, comme la France aime le faire, à la face du monde. Mais précisément parce qu'elle est abstraite, elle est universelle. On peut être citoyen à toutes les époques, dans toutes les religions, dans tous les pays. La laïcité n'a pas besoin d'être adjectivée. La laïcité n'a pas besoin d'être adaptée au temps moderne. C'est à chacun de suivre les préceptes de la laïcité et de s'y adapter. Cette valeur universelle, la France la porte et doit continuer à la porter. Mais il faut d'abord la défendre et la promouvoir chez nous, où les menaces d'exclusion, d'intransigeance contre l'état de droit sont très fortes. Et chez nous, c'est sur vous que ça repose. Soyez toutes et tous des bons militants de la laïcité et nous gagnerons ce nouveau combat laïque. Je vous remercie. Notre invité principal qui a accepté avec gentillesse de nous aider à réfléchir à ce sujet, c'est Jean-Paul Delahaye, qui est donc avec nous en vidéoconférence. Et Jean-Paul Delahaye, vous le connaissez un peu pour un certain nombre en Seine-Saint-Denis. Il a été inspecteur d'académie ici, directeur général de l'enseignement scolaire, et il a écrit un rapport très important sur la grande pauvreté et la réussite scolaire, et il est aujourd'hui référent de la Ligue de l'enseignement sur la question de cette personne particulièrement compétente et qui a fait beaucoup de choses à l'intérieur de l'école pour la laïcité, bien connue chez nous. Je vais donc tout de suite lui passer la parole en lui posant notre première question, et il m'excusera, j'espère, il nous excusera pour le contretemps, parce qu'évidemment, il s'était calé avec le propos de Jean-Louis Bianco qui nous expliquait vraiment, nous donnait la définition de la laïcité. Donc, Jean-Paul Delahaye, pouvez-vous nous dire, pour vous, la laïcité est-elle encore un espace de droit pour faire société ensemble? La question posée par Henriette Zoghaibi est évidemment essentielle. On peut la poser peut-être autrement, c'est-à-dire que 138 ans après les lois de Jules Ferry, puisque 1882-2020, ça fait 138 ans, ces lois qui avaient séparé les religions et l'école, 115 ans après la loi de 1905 qui a séparé les religions et l'État, la question est de savoir si la laïcité, qui a puissamment contribué au XIXe siècle, et depuis le XIXe siècle à forger l'unité de notre peuple autour de valeurs partagées, la question est de savoir si cette laïcité permettra à notre République de faire vivre paisiblement la diversité culturelle qui est celle de la France d'aujourd'hui. Cette diversité est une richesse, je crois qu'il ne faut pas qu'on arrête de le dire, cette diversité est une richesse. C'est l'historien d'ailleurs Fernand Braudel qui en 1985 disait « La France, ce sont des Frances différentes qui ont été cousues ensemble ». Moi j'adore cette formule, on pourrait d'ailleurs la prolonger en disant qui continue ces Frances différentes à se coudre ensemble, tant la diversité des religions, des croyances, des philosophies, mais aussi la diversité des usages culturels sont bien présentes aujourd'hui dans notre société. Donc, ce qui est demandé aujourd'hui à l'école et à ses personnels, c'est de faire en sorte que la laïcité puisse être le levier d'une émancipation des citoyens au sein d'une société, que sa diversité croissante
peu écartelé entre deux extrêmes, c'est-à-dire une tentation d'uniformisation caporaliste de la société et de l'autre côté, une dangereuse paresse multiculturaliste. En fait, la laïcité, c'est le dépassement des spécificités, c'est des spécificités bien entendu, mais c'est leur dépassement, c'est la conjugaison de la diversité et de l'unité, ce sont des droits et des devoirs, c'est le respect des particularismes et la recherche aussi de valeurs universalisables. Et c'est pourquoi, à mon avis, mais je pense que c'est un avis largement partagé, la laïcité, c'est le seul outil qui permette d'éviter l'éclatement de l'espace public en segments, en communautés étanches. Et bien sûr, c'est à l'école laïque de construire cette unité, de construire du commun en permettant à chacune et à chacun d'être soi-même dans une société diverse et fraternelle. Alors, pour que ce soit possible, il faut en effet, et c'est ce que Jean-Louis Bianco aurait dit, il faut qu'on soit clair sur ce qu'est la laïcité, qu'on ne commette pas de contresens. Et c'est en ce sens-là qu'elle peut être effectivement un espace de droit. La laïcité, c'est un principe d'organisation de la République qui rend possible la mise en œuvre des valeurs que nous avons au fronton de nos établissements publics, liberté, égalité, fraternité. Premièrement, la laïcité, c'est d'abord un cadre qui garantit une liberté fondamentale. C'est la liberté de conscience. La laïcité, il ne faut pas arrêter de le répéter à nos élèves et aux familles, ça n'est pas d'abord un régime d'interdiction. La laïcité, c'est d'abord une liberté dans un cadre évidemment défini par la loi. D'ailleurs, dans la charte de la laïcité qu'avec Vincent Payon, nous avons mis dans toutes les écoles, collèges et lycées, on précise que la laïcité, c'est une liberté, mais c'est aussi pour les enfants et les élèves, les étudiants, une protection. Je cite, à l'école, la laïcité protège les élèves de tout prosélytisme et de toute pression qui les empêcherait de faire leur propre choix. Donc là, c'est le premier élément fondamental. La laïcité, c'est une liberté. Ça permet à la République, d'ailleurs, de garantir aux citoyens une totale liberté de penser, et dans ce cas, la liberté d'être catholique, d'être musulman, juif, protestant, agnostique, athée. La laïcité, deuxième contresens à ne pas commettre, c'est pas une option spirituelle particulière, c'est pas une religion à côté des autres religions, c'est la condition d'existence de toutes les convictions. Et pour que tous les citoyens puissent vivre ensemble, c'est la République qui est laïque, pas un groupe de citoyens ou une communauté. Deuxièmement, la laïcité, c'est aussi un cadre qui garantit une égalité, une stricte égalité, et donc une non-discrimination entre les citoyens, quelle que soit leur appartenance religieuse, politique, philosophique ou de genre. Et donc, ça permet aux citoyens de vivre ensemble par-delà leurs différences religieuses, philosophiques, politiques, tant évidemment que le mode d'affirmation de ces différences ne porte pas atteinte à la loi commune. Je vous renvoie à l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi. Alors, je ne vais pas être trop long dans cette première intervention, mais pour que la laïcité puisse garantir et la liberté et l'égalité, ces deux valeurs fondamentales. Dans une république laïque, on utilise deux moyens. Donc, deux valeurs garanties, mais il faut deux moyens pour que ça soit possible. Le premier des moyens, c'est la séparation. Eh oui, une république laïque, c'est une république qui organise la séparation des églises et de l'État, la séparation du pouvoir religieux et du pouvoir politique. C'est une sorte de paradoxe, un paradoxe évidemment apparent, mais c'est un paradoxe quand même. La laïcité sépare pour mieux rassembler. C'est paradoxal, séparer pour mieux rassembler. Oui, séparer le pouvoir religieux et le pouvoir politique, séparer le spirituel et le temporel, séparer les lois et les croyances, séparer à l'école les connaissances et les croyances, séparer le curé, le pasteur, l'imam, le rabbin de l'instituteur, c'est quand même pas exactement la même chose. Et donc cette séparation a pour but de rassembler les citoyens autour de valeurs communes. Et le deuxième moyen, après la séparation, et j'en termine là, c'est la neutralité. Oui, la neutralité de l'État, la neutralité religieuse de l'État, la neutralité de l'État à l'égard des convictions religieuses ou spirituelles. Il n'y a pas de religion d'État dans une république laïque, donc neutralité religieuse, à condition bien entendu qu'on ne commette pas de contresens sur le mot neutralité. La neutralité de l'État, c'est bien une neutralité religieuse, mais ça n'est pas la neutralité vis-à-vis des valeurs de la République. Un État laïque n'est pas un État faible.
la revendication identitaire ne doit jamais entraver les règles fondées sur des valeurs essentielles, comme la stricte égalité entre les élèves, entre les garçons et les filles, le sexisme, le racisme, l'antisémitisme et le repli communautariste n'ont évidemment pas leur place à l'école. Donc, pour répondre à la question d'Henriette Zoughbi, oui, c'est à ces conditions que la laïcité peut être effectivement un espace de droit et peut aider à contrer les divisions de la société. Ça marche? Activé, voilà. Ça y est, j'ai réactivé mon son et un petit apprentissage. Ce que j'entends dans ce que vient de dire Monsieur Delahaye, c'est que il y a des valeurs et la laïcité n'est pas une valeur en tant que telle, c'est la liberté et l'égalité qui sont les valeurs, la laïcité étant le moyen de faire vivre ces valeurs. Hein, je crois que c'est une chose importante dans ce que vous venez de nous expliquer. Alors évidemment, ça c'est les principes. Maintenant, on a une question dans le monde d'aujourd'hui, c'est pas si simple de faire vivre ces valeurs, parce que c'est la promesse de la République, ces valeurs. Néanmoins, on voit bien que cette promesse, elle n'est pas réalisée comme on le souhaiterait. Peut-être qu'il y avait deux questions qu'on peut prendre tout de suite. Mamadou Tounkara peut vous poser immédiatement une question. Il est là, Mamadou. Tu l'as trouvé? Normalement, c'est bon. Ça y est, c'est Mamadou qui parle. Bon, ma question, c'est comment peut-on respecter le principe de la laïcité dans un État où on sait que cette laïcité n'est pas respectée, comme vous venez de dire en définissant, soit disant qu'on doit être libre, avoir une liberté fondamentale. Et dans les libertés fondamentales, on voit, bien sûr, un homme noir ne passe pas sans être vu par les policiers, par exemple, ou au travail, on trouve des gens qui sont racistes et surtout qui font la discrimination entre collègues. Donc, c'était ça ma question. Donc, Jean-Paul, vous avez entendu la question? Oui. Est-ce qu'on aborde tout de suite la question sociale ou est-ce qu'on prend cette question sous un autre angle? Moi, ce que j'entends dans la question qui est posée, c'est un fait. On est un peu dans une société schizophrène, c'est-à-dire une société qui demande qu'on partage un certain nombre de valeurs et qui, dans le quotidien des habitants, ne fait pas exactement ce qu'elle demande aux citoyens de partager. Donc, en effet, quand on a fait l'enquête du Comité national d'action laïque en 2018 que j'ai présidé, mais quand j'ai participé aussi en 2004 au rapport de Jean-Pierre Aubin sur les signes religieux à l'école, ce sont des choses qui nous sont dites en permanence de la part des jeunes qu'on voit dans les établissements scolaires. Monsieur, vous nous parlez de liberté, d'égalité et de fraternité, mais nous, on ne voit pas trop ce que c'est dans notre quotidien. Et en effet, ce que notre interlocuteur vient de dire, le fait de ne pas pouvoir forcément trouver un stage parce qu'on habite tel quartier, ne pas pouvoir entrer dans telle salle de distraction, de boîte de nuit, etc., parce qu'on est d'une origine qui ne convient pas, c'est une réalité dans notre pays. Et moi, je n'ai pas autre chose à dire que c'est à nous, les citoyens, de faire en sorte qu'il y ait un raccord entre les belles proclamations et les valeurs qui sont par ailleurs proclamées et le quotidien qui est le vécu de nos concitoyens. Donc, voilà, les discriminations ne sont pas un gage de respect, en effet, du principe de laïcité dans une république. Donc, c'est à nous, collectivement,
qu'il appartient de faire en sorte que ces discriminations cessent. Donc, moi, ce que j'entends dans ce que vient de dire Monsieur Delahaye, c'est que, en fait, il y a des principes, mais que la laïcité ne peut pas tout aujourd'hui. Et je vois Marie-France Casalis, je dirais bien que c'est un peu comme pour les femmes. En fait, ça passe aussi par beaucoup de luttes. Et aujourd'hui, on est dans une situation, je dirais, assez grave dans notre pays, puisque concernant ce sujet, quand même, qu'on peut appeler du racisme et des discriminations, il y a bien des jeunes à qui toujours on renverra leur couleur de peau, leur origine, etc. Et ça, c'est extrêmement grave et ça conduit à des divisions à l'intérieur de notre peuple qui sont très, très, très préjudiciables. Donc, j'entends ce que dit Mamadou et j'entends que c'est un terrain de lutte. Peut-être qu'il faut prendre à bras-le-corps en même temps qu'on prend cette question de la laïcité, puisque quand même l'objectif de la laïcité, c'est de construire ensemble, c'est de pas seulement vivre ensemble. En Seine-Saint-Denis, on sait qu'on vit avec toute une diversité de gens, c'est la réalité, mais au-delà de ça, c'est comment on fait société ensemble. C'est ça notre grande question. Peut-être que on va continuer le débat et entrer quand même sur ce deuxième sujet qui est le rapport entre la laïcité et la question sociale, qui est une question cruciale à mon avis pour que justement on puisse vraiment faire société ensemble. Est-ce que Jean-Paul Delahaye, vous voulez bien donc nous dire pourquoi, à votre avis, puisque vous êtes des deux côtés, pourquoi c'est si important de conjuguer judicial et laïcité? Et j'ai envie de dire, est-ce que vous avez une idée sur comment s'y prendre? Parce que c'est aussi notre sujet. Que des questions faciles ce soir à la COP 93. Et, quand on a fait... Ça ressent fortement dans ce département. Hein. Bien sûr, mais bien sûr, mais bien sûr. Quand on a fait, quand j'ai dirigé en tant que président du Comité national d'action laïque en 2018 cette grande enquête qui a permis d'interroger les enseignants. Hein, la laïcité à l'école, qu'en disent les enseignants? Il est apparu un constat décisif, plusieurs fois énoncé par nos collègues enseignants. J'en cite un au hasard. On ne peut pas séparer l'affirmation des principes laïques et la question sociale. En effet, ça n'est pas possible de séparer les deux. Et de ce point de vue, la définition de la laïcité comme un simple vivre ensemble, c'est très insuffisant. Si je veux être un tout petit peu provocant, le maître et l'esclave vivent ensemble. Bon, c'est pas pour autant un modèle de société que l'on a, j'imagine, à envier. Deuxièmement, le vivre ensemble, on vient de le dire, il a une réalité assez peu concrète pour beaucoup de nos concitoyens. Ce qu'on appelle le vivre ensemble, en se gargarisant un peu avec ce vivre ensemble, c'est bien souvent dans notre pays, il faut le regretter, un côte à côte. Hein, et si on n'y fait pas très attention, ça peut très vite devenir un face-à-face, précisément parce que la cohésion sociale reste plus que jamais un défi pour notre République. Vous comprenez et je parle dans le 93 que je connais bien et donc je sais que ça va parler à beaucoup d'entre vous, quand pour beaucoup de nos concitoyens ne sont pas satisfaits les besoins économiques et sociaux fondamentaux, eh bien on voit comme à chaque période de détresse sociale ressurgir le repli sur soi, la peur de l'autre, l'existence de zones d'exclusion, l'existence de discrimination sont incompatibles avec l'idéal républicain. Et ça fait très longtemps qu'on sait qu'il y a un lien entre laïcité et social. C'était le message déjà de Jean Jaurès à la fin du XIXe siècle. Je vous cite Jean Jaurès.
la République française doit être laïque et sociale. Elle restera laïque parce qu'elle aura su rester sociale. Donc, on voit bien l'articulation entre les deux. Ce qui menace aujourd'hui l'unité de notre société, bien sûr, c'est le fanatisme religieux, on en parlera peut-être, mais c'est aussi l'inégalité persistante et croissante des conditions sociales. C'est aussi les discriminations qui menacent l'unité de notre société. Et ces inégalités portent en germe l'émergence de constructions identitaires de substitution, au mieux créatrices d'enfermement communautaire, au pire de trajectoires individuelles nourries de violence. Et donc pour ça, il faut respecter l'état de droit partout et dans toutes les catégories sociales. Par exemple, tout le monde est d'accord à l'école pour favoriser la mixité sociale, tout le monde est d'accord sur le principe, mais si possible, pas dans le collège de ses enfants. C'est quelque chose que l'on entend souvent et je peux vous dire qu'il n'y a qu'à observer pour s'en convaincre les difficultés énormes rencontrées par certaines autorités académiques pour réintroduire de la mixité sociale dans certains secteurs. Ceux qui crient au communautarisme, d'ailleurs, sont souvent les mêmes qui préfèrent payer des amendes plutôt que d'introduire ne serait-ce qu'un peu de mixité sociale dans leur ville. Dans une étude qu'il a effectuée pour la Fondation Jean Jaurès, Jérôme Fourquet décrit ce qu'il appelle la sécession des riches. Parce que le vivre ensemble, ça devrait pouvoir concerner tout le monde. Écoutez ce que dit Jérôme Fourquet de l'IFOP dans son étude pour la Fondation Jean Jaurès. Je le cite. La cohésion de la société française est mise à mal aujourd'hui par un processus presque invisible à l'œil nu, mais néanmoins lourd de conséquences. Il s'agit d'un processus de séparatisme social qui concerne toute une partie de la frange supérieure de la société. Les occasions de contact et d'interaction entre les catégories supérieures et le reste de la population sont en effet de moins en moins nombreuses. Et donc, quand les riches font sécession, il faut en parler un peu de la sécession des riches, et que les pauvres sont concentrés dans des ghettos urbains ou ruraux, concrètement, ça signifie que nous vivons dans une France dans laquelle les jeunes ne se rencontrent plus, les jeunes ne se parlent plus, ne sont pas scolarisés ensemble. Ça donne aujourd'hui des dirigeants qui n'ont jamais vu de près un enfant de pauvre, alors qu'ils prétendent diriger notre République. Et quand la République laisse faire, ou pire, organise l'entre-soi, elle met forcément son école en difficulté. Est-ce qu'il peut y avoir une laïcité bien comprise par tous sans fraternité? La réponse est évidemment non. Et donc, quand la société ne remplisse plus son rôle, des solidarités prennent la place, des solidarités mafieuses, des solidarités religieuses. Chaque fois que la République recule, eh bien les églises, quelles qu'elles soient, avancent et prennent la place. Et dans ce contexte, la religiosité qui se développe, on peut dire que c'est un retour du religieux, mais c'est aussi et surtout un recours aux religieux, ce qui n'est pas évidemment exactement la même chose. Et donc, pour lutter contre ces failles qui risquent d'entraîner un repli communautaire qui se manifeste dans certains territoires, ça c'est l'Observatoire de la laïcité qui nous le dit, je cite Jean-Louis Bianco, il ne suffit pas de convoquer le principe de laïcité et de dénoncer les discriminations ou la ghettoisation, il faut combattre celle-ci par des politiques publiques beaucoup plus vigoureuse que ça a été le cas jusqu'ici et faire respecter l'état de droit partout sur le territoire. Quelle liberté aujourd'hui pour les 10 millions de pauvres, quelle égalité pour les enfants qui n'ont pas la possibilité d'apprendre sereinement à l'école parce leur famille rencontre de très grandes difficultés sociales, quelle fraternité dans un pays où la mixité sociale est refusée par les plus favorisés. Merci Jean-Paul. Est-ce qu'on fait rapidement, moi je retiens de ce que tu viens de dire, cette notion qu'on n'utilise pas toujours, qui est celle du séparatisme social des plus riches. Je crois que c'est important. Beaucoup d'entre nous ont lu, y compris Monique Pinceau-Charlot et ses
bon, c'est un travail remarquable. Et ce que je ressens, c'est que finalement, certains aujourd'hui utilisent la question, je dirais, de la laïcité, l'instrumentalisent, en fait, parce qu'on ne parle, dans un moment où il y a une crise de sens formidable, on ne parle plus de libre de classe, on est plutôt renfermé sur les questions religieuses. Donc, je pense qu'il y a là un vrai sujet. Et peut-être on peut faire un tour juste peut-être pour compléter, Henriette, effectivement, ce qui vient d'être dit, c'est que la laïcité peut aussi, la question laïque peut aussi servir de dérivatif à la question sociale. Et quand on se rappelle les débats de 1905 avec les magnifiques Jaurès et Briand à la Chambre des députés pour faire passer cette loi de séparation des églises et de l'État, Jaurès, il n'a qu'une hâte, c'est que cette loi soit votée pour enfin passer à la question sociale, à un moment où les retraites ouvrières n'étaient pas encore votées, où l'impôt sur le revenu n'était pas encore voté. Il fallait régler très très vite cette question pour passer à la question sociale. Et donc il y a en effet un risque, c'est que cette question laïque serve de dérivatif à la question sociale, pour éviter de poser la question sociale. C'est un risque, évidemment, qui est présent dans la société. Et qu'on voit aujourd'hui à l'œuvre, que ce soit du côté de la droite ou du côté du gouvernement actuel. Peut-être on fait un tour vers le chat pour savoir ce qui se dit, de façon à ce qu'on puisse bien intégrer les questions que vous posez. Bonsoir à tous, merci beaucoup Monsieur Delahaye. Si je reprends certaines questions, en fait vous avez déjà répondu en partie, notamment je pense à la question de Fabienne, qui portait sur la laïcité et son degré, la question de l'inclusivité par la laïcité, alors qu'en fait, elle se demandait si finalement, ce n'était pas aux politiques publiques d'être inclusives. Les questions auxquelles, par contre, on n'a peut-être pas encore vraiment de réponse, j'en ai sélectionné 3, si vous le voulez. La question de la loi, des lois sur la laïcité sont-elles vraiment appliquées? Alors j'imagine qu'on peut soit prendre cette question du point de vue des territoires de la République dans lesquels elle ne s'applique pas, ou bien du point de vue du territoire dans lesquels elle est censée s'appliquer, mais où bien entendu elle ne s'applique pas toujours complètement. La deuxième question que j'ai sélectionnée était intéressante parce qu'elle utilisait la notion de coexister. Alors vous en avez déjà parlé, mais il existe, je crois savoir, une association qui s'intitule Coexiste et qui, elle, prétend à la coexistence des groupes, bien entendu en lien avec les fameuses théories de la possibilité de vivre par section ou la sectionnalité. Et puis enfin, la dernière type de question, c'était la question du fanatisme. Le fanatisme ne risque-t-il pas finalement de dénaturer la laïcité et son principe? Voilà, je vous remercie pour le moment de chat. Je réponds? Jean-Paul, il faut remettre ton micro. C'est pas moi qui l'avais coupé, c'est quelqu'un qui l'avait coupé, voilà. Ah, pardon. C'est pas moi, je te promets. Non, ce sont des questions très, très différentes. Est-ce que les lois de la République sont appliquées partout? Donc, je crois comprendre ce qu'il y a derrière la première question. En effet, il y a des territoires de la République, on peut penser à l'Alsace-Moselle par exemple, où la séparation des églises et de l'État ne s'applique pas parce que l'Alsace-Moselle n'était pas un territoire national en 1905. Au sein du comité d'action laïque et la Ligue de l'enseignement y prend toute sa part, nous pesons de toutes nos forces et on vient encore de le redire au ministère de l'Intérieur, puisque nous avons été auditionnés par le cabinet de la ministre Schiappa sur la loi confortant les principes républicains. Si on veut vraiment conforter les principes républicains, il faut en effet que ces principes s'appliquent partout. Je vais juste vous prendre un exemple. Les enfants d'école primaire en Alsace-Moselle n'ont pas 24 heures de classe par semaine, comme tous les autres enfants du territoire. Ils en ont 23. Ben oui, parce qu'en Alsace-Moselle, il y a encore 1 heure d'instruction religieuse obligatoire dans le temps scolaire. Donc la moindre des choses, c'est que les enfants d'Alsace-Moselle puissent aussi avoir leurs 24 heures de cours. Donc en effet, il y a encore, moins qu'on puisse dire, quelques réglages à opérer
pour que la loi s'applique partout. Sur la coexistence, moi, si vous voulez, je n'ai strictement rien des études qui consistent à regarder comment différentes sensibilités peuvent coexister, peuvent cohabiter. La seule limite que je pose à cela, c'est qu'il ne faut pas se contenter de coexister, il faut aussi fabriquer du commun. On ne peut pas vivre ensemble si on n'a pas quelques valeurs qui nous sont communes, si on n'a pas un peu d'universel qui nous rassemble. Pour se rassembler, ça n'est pas nécessaire de se ressembler. Donc, en effet, on se rassemble en étant différents, mais on se rassemble quand même autour de quelques objectifs qui nous sont communs. Et ça, c'est les objectifs, c'est les valeurs de la République. Sur le fanatisme, je vais peut-être répondre autrement pour dire que je viens d'insister très fortement sur la question sociale et beaucoup connaissent ma sensibilité sur ce sujet, sur cette question. Mais ce que je peux vous dire aussi, parce que j'en suis parfaitement convaincu, c'est que la question sociale n'explique pas tout. Et qu'elle ne saurait, cette question sociale, certainement pas être une excuse à la violence et encore moins à la barbarie. L'omniprésence de la religion est réelle dans certains territoires. Il y a chez certains une incontestable instrumentalisation du religieux pour essayer de se soustraire au-delà de la République et imposer leur organisation communautariste. Donc ça existe aussi, et évidemment, ça n'est pas compatible avec notre principe de laïcité. Et donc, mais c'est pour ça que questions sociales et questions laïques sont liées. Il ne faut pas ouvrir un boulevard à la petite minorité qui voudrait enfermer une population dans une supposée obligation d'appartenance à une religion ou à une communauté religieuse. Il ne faut pas leur offrir un boulevard, et ne pas leur offrir au boulevard, c'est remettre de l'égalité, de la liberté et de la fraternité au sein de la société. Les barbares de Conflans et de Nice ne sont pas nés dans nos ghettos urbains. Donc la question sociale n'explique pas tout. Et en effet, ce fanatisme est une plaie, c'est un danger mortel pour notre République. Alors peut-être on continue, juste comme parce que je vois qu'il y a quand même pas mal de réactions sur ce sujet, qui est quand même un peu au cœur de notre réflexion. À la fois, il y a le danger du fanatisme, et beaucoup d'entre nous savent de quoi on parle, et en même temps, il y a la stigmatisation d'une partie de la population, parce que effectivement, ils sont musulmans. Je pense qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont et ne pas se cacher derrière son petit doigt. Et justement, ce qui est très grave, c'est qu'aujourd'hui, me semble-t-il, et ça serait bien qu'il y ait différentes réactions, le gouvernement et M. Macron, M. Castex et les autres utilisent quand même effectivement le sentiment de réaction forte contre le fanatisme, ce qui est normal, pour stigmatiser une partie de la population. Et donc, cette question qui a à voir avec ce qu'on disait tout à l'heure, la question sociale, c'est-à-dire comment on détourne aussi une partie de la population de l'action sociale, elle est réellement, je crois, posée, elle est posée vraiment fortement aujourd'hui. Alors, il y a peut-être une question dans les chats et qu'on a reçu. Je vois qu'il y a, y compris juste face à moi, Anne Jonquet, qui est donc avocate honoraire au barreau de Seine-Saint-Denis et qui sait beaucoup, puis il y a Lucette Lebeau, je vois qu'il y a plein de gens qui sont des féministes, Fabienne Tessier, tout ça, il y a beaucoup de féministes dans notre auditoire, et je pense que quand on parle de la question de la laïcité, évidemment, il faut s'interroger pour comprendre si la laïcité, quel rôle peut jouer la laïcité par rapport au progrès des droits des femmes,
qu'est-ce qu'elle peut et qu'est-ce qu'elle ne peut pas, mais c'est une question qui est aussi au centre pour moi, des sujets de laïcité, puisque il peut y avoir confusion, ou plutôt les lois de la religion peuvent prévaloir sur les lois de la République, et dans ce cas-là, on arrive à certains extrêmes, peut-être, et à certaines dérives, plutôt que d'extrêmes d'ailleurs, à des dérives graves concernant les droits des femmes. Peut-être que vous pouvez réagir à ça, Monsieur Delahaye, et peut-être Anne ou quelqu'un veut dire reposer une question aussi. Oui, bien sûr, il y a un lien entre les principes laïques et le principe d'égalité entre les femmes et les hommes. Parce que dans une république laïque, il doit y avoir une stricte égalité garantie aux citoyens et citoyennes, quelles que soient leurs convictions. Je reparle de la charte de la laïcité parce que j'ai un petit peu contribué à l'écrire. On a mis un article 9 dans cette charte qui souligne que la laïcité implique le rejet de toutes les violences et de toutes les discriminations, garantit l'égalité entre les filles et les garçons et repose sur une culture du respect et de la compréhension de l'autre. Donc ça, c'est le principe. Il n'y a pas à discuter là-dessus. On peut simplement, entre citoyens, connaissant un tout petit peu notre histoire, se souvenir que le principe d'égalité entre les femmes et les hommes a tardé, c'est le moins qu'on puisse dire, à entrer en application dans notre République laïque, qui donne des leçons à la terre entière, mais qui a été une des dernières grandes démocraties à donner le droit de vote aux femmes. Bon, les républicains de la Troisième République ne se sont pas précipités pour donner le droit de vote aux femmes, y compris après la guerre 14-18, quand les femmes ont pris toute la part que l'on sait pour garder le pays et faire tourner l'économie à l'arrière. En 1918, le Royaume-Uni a donné le droit de vote aux femmes. En France, en 1918, la Chambre des députés et le Sénat n'ont pas voulu. Donc, il a fallu attendre longtemps. De même que les femmes ont obtenu le droit à la libre disposition de leur corps tardivement, et ce droit est encore fragile. C'est le mouvement féministe. C'est pas tellement les républicains laïcs, mais c'est le mouvement féministe. Rendons à César ce qui est à César. C'est le mouvement féministe qui a obtenu le vote d'une série de lois mettant fin à des interdits souvent d'origine religieuse, ça a été dit. Alors ça a été soutenu, évidemment, les mouvements féministes ont été soutenus par des partis politiques, par des syndicats, par des mouvements d'éducation populaire, la Ligue de l'enseignement, bien entendu, revendiquant la laïcité. Donc, ce que veut dire par là, c'est que l'égalité de principe entre les femmes et les hommes est affirmée dans les lois, mais elle est loin d'être une réalité quotidienne. Transformer l'égalité en droit en égalité de fait reste en combat, tout simplement parce que nos sociétés restent encore largement fondées sur un modèle patriarcal. Et les conservatismes, pas seulement religieux d'ailleurs, sont encore puissants. Ils imprègnent toute la société. Si vous le permettez, je vais vous donner un exemple qui m'est arrivé personnellement quand je dirigeais la grande direction générale de l'enseignement scolaire au ministère auprès de Vincent Peillon. Avec Vincent Peillon, donc ministre de l'Éducation nationale, et Najat Vallaud-Belkacem, qui était ministre des droits des femmes, nous avions imaginé des outils pédagogiques. Il y a sans doute dans la salle, la Zoom, des collègues qui vont se rappeler de cela. Nous avions imaginé des outils pédagogiques plutôt pas mal faits, qu'on a expérimentés dans 600 classes et dans une dizaine d'académies, qu'on avait appelés les ABCD de l'égalité. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, mais dès l'automne 2013, dès qu'on met en place cette expérimentation, il y a un refus suscité par des intégristes religieux, d'abord catholiques, et puis ensuite ils ont réussi à agglomérer à eux des intégristes musulmans. Et donc on a accusé l'école qui... alors que ces outils étaient faits pour précisément combattre les stéréotypes de genre et former les élèves à cette égalité entre les filles
et les garçons. On nous a accusés de mille mots, hein, de faire de l'éducation sexuelle en maternelle, etc. Enfin, je ne peux pas dire ici toutes les horreurs dont on nous a accusés. Qu'est-ce qui s'est passé au printemps 2014 ? Eh bien, un Premier ministre, qui aujourd'hui d'ailleurs donne des leçons de laïcité à la terre entière, a décidé de battre en retraite et nous avons abandonné les ABCD de l'égalité. Donc pour moi, je peux vous dire que c'est un souvenir cuisant qui montre que notre société n'est pas encore complètement guérie de cette fatalité qui consiste à faire en sorte qu'il n'y ait pas forcément d'égalité entre les filles et les garçons. Alors peut-être, moi je dirais juste les choses légèrement, je dirais légèrement différemment. On voit bien qu'en Pologne, en Amérique du Sud, chaque fois que la religion se mêle quand même des lois et de la politique, on a recul des libertés. Donc l'IVG, exemple pour la Pologne, on a bien vu que c'était la religion et l'État réactionnaire qui faisait barrage par rapport à l'IVG, donc aux droits des femmes. Donc c'est très important cette séparation entre la loi des religions et la loi commune, je dirais. Hein. C'est c'est quelque chose d'important. Et puis, bon, le ministre dont vous parliez, c'était Manuel Valls. Hein, tout le monde a reconnu, mais on peut dire son nom. Ça va encore mieux en le disant. Et les ABCD de l'égalité, mais ça rejoint une question pour moi très importante, sont arrivés. Il y a eu une bataille réactionnaire, parce que c'est quand même ça, qui a été menée contre ces ABCD, et les parents n'ont pas été suffisamment informés. C'est-à-dire que sur tous ces terrains-là, il y a toujours une bataille idéologique, et chaque fois qu'on ne la mène pas, évidemment, la réaction avance. Et je crois que l'exemple que vous donnez est excellent de ce point de vue. On a une bataille qui n'a pas été menée avec suffisamment de conviction, je dirais, par l'ensemble des forces de gauche, pour être très clair. Et donc, le sujet est aussi posé aux forces de gauche, comment la laïcité sert réellement à faire avancer les droits humains. C'est un sujet. Mais ce que j'ai simplement voulu dire, Henriette, et je pense qu'on est évidemment très d'accord, c'est qu'en effet, les religions ont souvent tendance à remettre en cause un certain nombre de droits, et c'est bien de le rappeler. Ce que j'ai simplement voulu dire, c'est qu'elles ne sont pas seules en cause. Elles sont essentiellement en cause, mais elles ne sont pas seules en cause. Si je prends juste un exemple, c'est pas à cause des religions que les femmes ont tant tardé à avoir le droit d'avoir un chéquier. Ce n'est pas à cause des religions que les femmes ont tardivement le droit d'avoir le salaire de leur travail viré directement sur leur compte. Hein. Ça veut dire qu'il y a au sein aussi de notre République des résistances qui ne sont pas que religieuses. Mais elles sont religieuses, bien entendu, mais pas que. Donc, on pourrait continuer ce débat. Je vous propose qu'on passe à la question suivante, parce que on a plusieurs enseignants qui se sont préparés, qui ont réfléchi sur un sujet très important, comment on parle de la laïcité aux élèves, aux enfants, aux jeunes. Et je vous proposerai qu'on passe d'abord à cette question et on reviendra après sur l'universalité du principe, si vous le voulez bien, Jean-Paul. C'est donc Estelle, vous êtes là? Oui, je suis là. Voilà, donc à ce moment-là, on va partager. Voilà, vous êtes là. Je suis formidable. Là. Donc, on va vous laisser. Donc, Estelle Brel est professeure d'histoire-géographie au lycée Cugnot de Neuilly-sur-Marne. Et j'ai eu le plaisir d'assister à une séance trouvée extraordinaire sur la laïcité. Donc, je vous laisse présenter votre façon de travailler. Vous êtes aussi formatrice, de telle façon que tout le monde puisse profiter de votre proposition.
Merci beaucoup, Henriette. Alors moi, je voudrais partager avec vous aujourd'hui une activité que j'ai réalisée donc, avec les élèves sur la laïcité, mais que je réalise de manière assez régulière en EMC et qui permet d'entrer dans l'échange oral avec les élèves. C'est ce que mes élèves appellent la rivière des crocodiles. Alors, la rivière des crocodiles, qu'est-ce que c'est? C'est un débat mouvant où les élèves sont debout dans la salle et où je déroule une corde qui symbolise une rivière dans laquelle, en fait, les crocodiles prolifèrent. Il y en a énormément. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas rester au milieu. L'objectif, il est plutôt simple. Il faut se positionner d'un côté ou de l'autre de la rivière en fonction des affirmations qui sont énoncées par l'enseignant ou l'enseignante. Par exemple, on veut mettre des décorations de Noël au sein de l'établissement. Est-ce que c'est autorisé ou est-ce que ça ne l'est pas? Les élèves se placent d'un côté ou de l'autre de la rive en fonction de leur premier choix. C'est donc tout d'abord une prise de position du corps. C'est l'un des premiers avantages de l'exercice. En plus du fait que les élèves soient debout, ce qui est assez inhabituel en classe, s'ils sont timides ou s'ils n'osent pas prendre la parole pour expliquer leur choix, ils vont d'abord prendre position quand même avec le placement dans la salle. Et une fois que les élèves sont positionnés, moi je leur donne la parole pour qu'ils expliquent pourquoi ils ont choisi cette rive plutôt qu'une autre et ils exposent leurs arguments. Comme ça, ils essayent de convaincre leurs camarades. Et les élèves changent de rive autant de fois qu'ils le veulent ou autant de fois qu'ils sont convaincus par un argument. Comme je l'ai dit, ceux qui le souhaitent prennent la parole, on ne force pas, mais le fait de se positionner, ça implique nécessairement une réflexion et une prise de position. Et c'est aussi donc un mouvement qui s'opère dans l'esprit des élèves. Ils font bouger leur position, ils réfléchissent en bougeant, et le mouvement les fait un petit peu avancer, j'espère. Donc l'enseignant ou l'enseignante ne prend pas position, moi j'anime, je fais le lien entre les prises de parole, j'aide à reformuler, trouver le mot juste, mettre en avant certaines idées, faire rebondir la réflexion, appuyer sur des éléments qui sont importants quand le débat s'épuise. Et puis je viens apporter, justement, quand ce débat s'épuise, un élément d'explication, comme par exemple un texte de loi qui nous permet de passer à l'affirmation suivante et au débat suivant. Et pour cet échange, par cet échange d'arguments, en fait, les élèves vont aussi, c'est le deuxième avantage, je trouve, apprendre à s'écouter, à respecter les positions physiques, mais pas seulement, des uns et des autres, et construire leur liberté de penser en étant capable de bouger. Alors, j'ai prévu de vous faire écouter un petit extrait de... mes élèves qui débattent sur toujours ces questions de décoration de Noël au sein de l'établissement, dans le potager. Est-ce que j'ai le droit de mettre des boules et des guirlandes de Noël? Et c'était assez intéressant parce qu'il y a un des élèves qui dit « Ah oui, moi je change de bord parce qu'en fait, c'est possible, parce qu'il y en a dans les villes, on met bien des guirlandes dans les villes à Noël. » Et donc, et puis tout d'un coup, il se rend compte qu'en fait, une rue, c'est pas la même chose que l'établissement, donc il rechange de côté sur la rive. Bon, en tout cas, je vous laisserai écouter cet extrait. Les élèves ont en tout cas donné leur autorisation pour que vous puissiez l'entendre. Donc voilà, pourquoi parce que cet exercice, parce que suite à l'assassinat de Samuel Paty, je me suis demandé comment revenir en EMC sur le principe de la laïcité. J'ai choisi pour la forme le débat mouvant. Pour le fond, j'ai choisi d'entrer sur l'angle de la liberté d'expression. J'ai fait plusieurs séances et j'ai terminé donc sur cette laïcité. J'ai choisi de partir de situations concrètes et parlantes pour les élèves, comme par exemple, moi je travaille en lycée professionnel, les signes religieux pendant les stages, ou bien la visite de monuments religieux en sortie scolaire, les menus à la cantine. Et à la fin du débat, un élève a conclu en disant « C'est donc une liberté qui permet de ne pas faire de préférence entre les religions. C'est ce qui permet de vivre ensemble. Est-ce que c'est ça, madame ?» Et je crois que je n'ai pas trouvé de meilleure conclusion. Merci. Merci beaucoup, Estelle. Moi, ce que j'avais beaucoup apprécié, c'est justement d'abord que c'était physique. Les jeunes, la classe n'était plus la même, ils étaient debout et c'est physiquement qu'ils se positionnaient d'un côté ou de l'autre et qu'ils pouvaient changer et donc expérimenter dans leur corps
qu'on a le droit de bouger, de changer d'opinion. Et ça, je trouve que par rapport à la formation de l'esprit des jeunes, c'était extrêmement intéressant, vivant, et qu'ils y participaient de tout leur cœur, ce qui n'était pas sans intérêt aussi, parce que ces questions auraient pu ne pas les intéresser de prime abord. Donc, merci à Estelle. Et puis maintenant, on va laisser Damien Boussard, qui est un habitué de notre COP et tout le lycée, avec des jeunes qui sont déjà venus plusieurs fois à notre coopérative et qui sont intervenus avec beaucoup de, je dirais, de qualité. Et donc, c'est un lycée d'Aubervilliers et je suis sûre que là aussi, il y a un travail magnifique de l'ensemble des professeurs avec Damien. Merci Henriette. Le problème que je voulais aborder, peut-être pour aider en fait à faire un lien ensuite avec nos… Je sais qu'on a des participants représentants syndicaux de l'éducation, donc ma prise de parole va plutôt être non pas un descriptif de déroulé tout court, mais un propos peut-être déjà un petit peu plus offensif, parce que c'est vrai qu'on si on revient sur le contexte, et une des raisons de l'organisation de ce thème-là et de cette COP-là, c'est quand même un drame terrible qui s'est produit il y a quelques semaines, et Samuel Paty. Et ça nous a amené à la fois à nous poser des questions, mais ça nous a surtout amené à un retour en classe, puisque l'événement a eu lieu juste avant au moment des vacances. Et je voulais revenir sur deux éléments avant d'expliquer comment on est revenu en cours. Et comment on a été, là, on en a lourd en fait, parce qu'on a trouvé que l'organisation, ce qu'a fait le ministre de l'Éducation quelques jours avant la reprise des cours, nous a mis collectivement en danger. Et je voulais avant revenir pourquoi en fait on a été mis en danger, peut-être involontairement, je n'en sais rien, mais en tout cas, ou parce qu'il y avait des vraies raisons de sécurité, je ne sais pas, mais on a été mis en danger pédagogiquement. La première des choses que je voulais dire de mes élèves, de nos élèves du 93, des élèves de banlieue, c'est d'abord qu'ils sont avant tout, et là ils en ont tout à fait conscience, ils sont souvent réduits à un stéréotype. Hein, ce sont des jeunes de banlieue. On n'emploie jamais le mot jeunes en banlieue, alors qu'ils sont uniquement des jeunes en banlieue. Et de ce jeune de banlieue stéréotypé, on fabrique toutes sortes de représentations, de préjugés de ce qu'ils peuvent penser, croire. Et on serait toujours, on fait un petit peu d'anthropologie avec eux, on est toujours très surpris qu'ils ne collent pas, ils ne collent jamais aux représentations que nous en avons. Ils sont souvent bien plus laïques qu'on peut l'imaginer. C'est pas pour autant qu'on n'en a pas, en fait, qu'ils sont pas du tout convaincus. Mais on est à l'école dans un cadre de travail, de discussion et de débat. C'est pour ça aussi qu'on a du mal avec l'idée de devoir ficher, de remonter, de ficher des problèmes. Parce que des problèmes, on en a toujours. Et ces problèmes, en général, on arrive à les élucider en faisant justement un travail de pédagogie. Et j'en arrive à la mise en difficulté de la rentrée. Dans la première version annoncée, on devait avoir un temps d'échange, un temps de discussion d'abord entre collègues, parce que tout le monde n'est pas professeur d'histoire-géographie. Or, ces sujets-là, c'est souvent le professeur d'histoire-géographie qui est on va dire le plus habitué, mais le mieux formé pour les traiter avec les élèves. Et la méthode la meilleure, c'est souvent de partir de leur représentation même, et surtout parfois quand elles sont déroulées. Je vous donne un exemple. J'ai fait un sondage, j'ai 3 classes de santé, donc j'ai 60 élèves. Sur les 60 élèves, le matin de la rentrée, une quinzaine pensaient que projeter des caricatures de monnaie en cours, c'était interdit, c'était illégal, et que donc le professeur avait dérogé à la loi. Et à partir du moment où on explique en effet ce qui est légal, ce qui ne l'est pas, pourquoi c'est illégal, là on commence à travailler sur leur représentation. La deuxième chose que je peux partager, c'est aussi le fait que je me suis renseigné de leur source principale d'information. Et quand on a un grand nombre d'enfants, d'élèves qui sont à la maison informés par des médias de pays étrangers, dont on sait quelle est la politique médiatique de gestion de cette crise, eh bien, en fait, on a des jeunes qui sont victimes d'une propagande d'un pays étranger, alors même qu'ils sont pourtant des enfants de la République scolarisés chez nous. Et donc, en effet, ils n'ont pas des stéréotypes. Ils sont pris par des conflits.
on n'ira pas jusqu'à dire de légitimité, mais en tout cas des conflits d'information, des conflits de sources d'information qui ne savent pas hiérarchiser et qui ils arrivent encore moins à les élucider, à montrer finalement où est la vérité. Et ça, c'est le rôle du professeur. Et donc l'absence de moments de concertation entre collègues, la difficulté ensuite de consacrer ce moment-là avant la minute de silence a été très compliqué. Parce que je finirai là-dessus. Une minute de silence, c'est essentiel, c'est un acte symbolique fort, mais il faut que ça ait du sens et on ne peut pas demander à des jeunes de se taire sans savoir pourquoi. Or, d'avoir empêché un moment d'explicitation qui donnerait vraiment du sens à l'hommage, eh bien, ça a été vraiment très, très mal vécu par les collègues. Voilà, et après, je laisserai peut-être les représentants syndicaux parler un petit peu de tout ça. Merci. Voilà, excusez-moi, je ne suis pas, je suis peut-être pas très douée sur la technique. Un élément, donc, finalement, Damien a fait la transition et je pense que c'était nécessaire de parler de Samuel Paty et de cette rentrée parce que beaucoup avaient ça en tête, donc je le remercie beaucoup de l'avoir fait. Et au point où nous en sommes, c'est vrai que c'est intéressant de donner la parole à Benoît Teste, qui a une double qualité, je dirais. À la fois, il est professeur au lycée Sugère à Saint-Denis, donc en Seine-Saint-Denis toujours, et en même temps, il est responsable syndical, secrétaire national de la Fédération syndicale unifiée, donc la FSU. Et donc, on va écouter sa réaction à ce qui se dit et en même temps son propre avis. Benoît, vous êtes là? Oui, oui, je suis là. J'espère. Avec un micro, une minute. Il a ouvert le micro. Normalement, le micro le mien, est ouvert. Oui. Oui, c'est bon. Donc, je désactive le mien. oui, merci beaucoup Henriette, merci de l'invitation. Je me suis engagé à être court, donc voilà, je vais vraiment très rapidement réagir un petit peu à ce que j'ai entendu. Et effectivement, moi je suis au lycée Sugère avec des classes de première et secrétaire général de la FSU. C'est par rapport à ce qui vient d'être dit, effectivement, l'hommage à Samuel Paty à la rentrée de début novembre, c'est un peu emblématique de ce mépris général que subissent les personnels et quelque part aussi de l'instrumentalisation d'un événement dramatique et d'un événement terrible. On a eu un peu le sentiment que Blanquer en avait fait beaucoup, et à juste titre, au lendemain de l'attentat, mais que 15 jours après, d'une certaine manière, on était passé à autre chose et ce n'était pas la peine de se mettre en quatre pour organiser un hommage digne de ce nom. Et effectivement, ce qui s'est joué, c'était le fait que on nous disait on n'a pas les moyens de. Alors, il faudrait faire les transports scolaires différemment, il faudrait accueillir les enfants, notamment dans le premier degré, avec du personnel territorial, donc on ne va pas y arriver, ça va être compliqué. Et du coup, on n'a absolument rien fait pour organiser cet hommage, pour organiser surtout la discussion entre collègues. Et il y a aussi cette idée que finalement, ça peut venir comme ça, d'un claquement de doigts, facilement. On prend les élèves à 8 heures et parlons de la laïcité, parlons de l'attentat, joyeusement, j'ai envie de dire, mais enfin, sans avoir préparé particulièrement avant et sans avoir de temps d'échange entre collègues. Et donc ça, c'est aussi inquiétant sur la manière dont les choses sont traitées dans l'éducation nationale et sur le fait que, oui, je redis, quelque part, il y a eu un temps médiatique qui était passé. C'est dramatique de dire ça, mais je pense que c'est ça qui s'est joué et que quelque part, le travail de fond qu'on peut faire avec les élèves était pas tellement pris en compte. Moi, par rapport à tout ce que j'ai entendu, je partage énormément de choses qui ont été dites, notamment par Jean-Paul Delahaye,
Donc, je n'y reviens pas, mais je crois qu'il y a une chose, et du coup, je vais essayer de dire 2 mots un peu sur encore un autre thème qu'on n'a pas trop abordé, mais que j'ai vu un peu dans le chat. On entend très souvent dire qu'il y a à l'école des remises en cause de la laïcité, et on entend souvent des gens aller jusqu'à dire que l'école n'y arrive pas, n'arrive pas à faire face, que l'école est débordée, que notamment dans les quartiers défavorisés, les remises en cause de la laïcité, les tensions qu'il peut y avoir seraient telles qu'il y aurait un déferlement qu'on n'arriverait pas à gérer. Et ceux qui diraient le contraire sont tous renvoyés à l'idée qu'ils sont naïfs, qu'on est angéliste, qu'on ne veut pas voir la réalité, etc., etc. Et je crois qu'on est enfermé dans ce truc-là médiatique avec un rouleau compresseur aussi de gens réactionnaires sur ça, qui veulent absolument cliver, pointer les problèmes, etc. Et il faut effectivement dire 2 choses. Il y a énormément de remises en cause, de questionnements, qui ne sont pas toujours d'ailleurs des remises en cause en termes conflictuels. Il y a beaucoup de questionnements des élèves. Parfois, ces questionnements sont des remises en cause conflictuelles. Moi, j'ai entendu, c'est pas totalement la laïcité, mais c'est souvent un sujet connexe. J'ai entendu souvent, quand on parle du génocide des Juifs en 1941, en 1942, j'ai entendu souvent « Ah, on va encore parler des Juifs, etc. » C'est vrai, il y a parfois ces propos dans les classes. Il ne s'agit pas de nier quoi que ce soit. Mais ces propos, si provocateurs soient-ils, l'école y fait face. L'école, alors pas à tous, hein, malheureusement, sans doute. Bien sûr qu'il y a des débordements, des questionnements qui vont trop loin, des conflits, etc. Mais globalement, autant il y a des problématiques qui sont posées, autant les professionnels que nous sommes tous y font face, y répondent aux questions, sont là d'ailleurs pour ça. Et de fait, je pense qu'il faut aussi se dire que les choses se passent quand même relativement bien dans l'école. L'école joue son rôle d'émancipation, d'éducation à l'esprit critique. Et souvent, on en a une perception différente quand on ne connaît pas. Et donc, ça, je pense qu'il faut se le dire. Et ce n'est pas de la naïveté. Encore une fois, il y a plein de problèmes auxquels on doit faire face. Mais se dire quand même qu'on y arrive, ça fait partie aussi des réponses. Parce que par le travail éducatif, on peut y arriver. Et de toute façon, il n'y a que le travail éducatif qui puisse permettre de sortir par le haut des difficultés qui existent. Alors après, non, je dis ça, mais évidemment, il y a tout ce qu'on a dit aussi sur le lien avec la question sociale et tout l'environnement finalement contre lequel l'école ne peut pas tout non plus. Mais en tout cas, c'est important je pense, de recadrer ça comme ça. Et puis, et donc, c'est important, c'est pour ça qu'on le dit aussi en tant que syndicaliste, hein, parce que c'est important de mettre l'école au centre des réponses aux questions qui sont posées à la société. J'ai beaucoup aimé aussi, mais bon, c'est normal, l'intervention qui a été faite sur le dispositif pédagogique, quoi, parce que c'est effectivement, quand on essaye d'apprendre la liberté de penser, on ne peut pas le faire à la baguette. Et la liberté de penser, c'est forcément aussi faire se poser des questions. C'est du coup de la pédagogie active. C'est effectivement tout ce travail qu'on met en œuvre au quotidien dans les classes et qui nécessite de la préparation, de la réflexion, de la technicité aussi, hein, de la professionnalité. Et donc, effectivement, ça, c'est très intéressant sur tout ce qu'on a entendu. Et dernière chose, nous, on participe en ce moment aux mobilisations contre la loi sécurité globale, mais globalement pour les libertés. Et il y a tout ça derrière. Il y a toute cette question à la fois de la laïcité, la question sociale, la question de la lutte contre les discriminations.
ce qu'on voit dans ces manifestations quand même, et ce qu'on a vu samedi, c'était quand même encourageant. Alors, dans un contexte terrible, parce qu'il faut d'une part une loi de liberticide et d'autre part des images qui tournent en boucle avec des violences policières qui ciblent une personne noire avec des insultes racistes apparemment, etc. Enfin, voilà, un contexte effectivement extrêmement inquiétant de dérives et de violences policières et de dérives d'extrême droite dans la police, etc. Là non plus, je ne suis pas naïf ni angélique, mais ce qu'on a vu samedi, dans ce contexte-là, c'est quand même beaucoup de jeunes qui sont venus aux manifestations, beaucoup de jeunes dans toute leur diversité, beaucoup de gens dans ces manifestations et malgré tout, malheureusement, de la violence, mais ça ne doit pas occulter ce qui s'est passé. Et je crois qu'on a là quand même un potentiel intéressant de fraternisation, de se retrouver autour d'un combat en positif contre les discriminations et pour une société égalitaire. Et donc, effectivement, le combat laïque, il est complètement lié à la question sociale, comme ça a été dit ce soir. Voilà. Merci, merci bien, Benoît. Et maintenant, on va enchaîner rapidement avec, mais c'est important parce que vous avez donné en même temps le sens aussi du point de vue des luttes et relier un peu les choses. Ce qu'on voulait, c'est aussi que toutes ces luttes soient reliées entre elles et l'école au centre. On va donner la parole à Marie-Hélène Piard. Elle est là, elle peut lever la main. C'est bon? Oui. C'est à vous, donc Marie-Hélène Piard, qui est donc professeure des écoles à l'île Saint-Denis en école maternelle. Et donc là, c'est un autre regard. Qu'est-ce que ça veut dire dans votre travail et et par rapport à votre syndicat, ce rapport de la laïcité aux jeunes enfants et je pense qu'on va le dire aussi comme ça, aux parents, évidemment. Bah, tout à fait. Moi, je voulais merci déjà pour cette invitation. Et effectivement, une des spécificités de l'école maternelle, de cette école première, alors je vais reprendre les mots de Madame Zerbato-Podou, c'est qu'on y accueille des enfants qui vont devenir élèves, mais aussi des parents qui vont devenir parents d'élèves. Et c'est un des points essentiels. Et effectivement, même si on ne traite pas la laïcité en tant que annoncé en tant que tel. En tout cas, le principe de laïcité, il y est travaillé au quotidien et chaque jour au sein de nos classes et au sein de nos écoles. Il y a un des points essentiels, mais qui traverse, je pense, tous les temps de l'école, c'est que, et dès le plus jeune âge, on commence à y travailler avec les enfants, le fait de pouvoir distinguer ce qu'on croit être vrai de ce qui est le savoir fondé. Et ça, c'est essentiel. Et dès le plus jeune âge, ça doit se travailler sans poser un conflit de loyauté, parce qu'on voit parfois même avec des enfants de grande section, quand on remet en cause et qu'on les questionne sur ce qu'ils pensaient savoir, ce qui était lié plutôt à une croyance, quelle qu'elle soit, quand on y oppose le savoir, entre guillemets, scientifique, ils se retrouvent parfois dans des conflits de loyauté avec leur propre famille. Et ça, c'est très important et ça nécessite effectivement d'armer profondément les enseignants par rapport à ça, aussi bien sur sur le fond didactique que sur le fond du savoir propre. Et c'est des éléments fondamentaux et essentiels. Et clairement, ce que disait Monsieur Delahaye en introduction, s'il y a un espace où on fabrique du commun, qu'on mène des projets, qu'on apprend à coopérer, c'est bien à l'école et on le fait dans le respect de nos différences. Et clairement, c'est ça l'apprentissage de cette école première. C'est j'arrive, j'apprends à découvrir que je suis une personne singulière, mais au sein d'un groupe. Et donc, pour respecter ce groupe, je suis obligée de respecter un certain nombre de règles communes qui respectent aussi ma singularité. Et c'est là tout l'enjeu de l'école maternelle qui est extrêmement important. Après, deuxième point, pour revenir plus sur les parents d'élèves, parce que voilà, ces parents qui vont apprendre à devenir élèves et qui vont aussi apprendre à connaître toutes ces règles de vie commune qui régente un petit peu l'école,
il y a un des points qui est mis un peu en difficulté par notre institution à l'heure actuelle, mais qui est pourtant essentiel, c'est en fait le rôle du collectif professionnel. Voilà. On voit bien que parfois, dans certaines écoles, on est confronté à certaines difficultés, à certaines tensions qui ne s'enveniment pas forcément, voilà, mais qui, de fait, si on arrive à se baser sur sur ce collectif professionnel, sur ce rôle d'analyse, d'explication, de fait d'ouvrir l'école aussi pour comprendre ces règles communes qui justement garantissent la liberté de chacun, lèvent un certain nombre d'ambiguïtés et font que les gens progressent dans ce commun et dans ce collectif, qui nous semble assez essentiel par rapport à ça. Et dernier point, moi, sur lequel je voulais revenir très rapidement, c'est que là, on assiste à une dérive, mais au sein des écoles maternelles comme ailleurs. C'est-à-dire que la question de la laïcité, et particulièrement après l'assassinat de notre collègue, n'est plus forcément traitée sous l'aspect éducatif. Voilà. On assiste, là, on l'a vu, et nous-mêmes, alors, où là, clairement, sur cette rentrée du 2 novembre, quand on reçoit au niveau d'une école maternelle qu'il est urgent de signaler tout manquement à la laïcité, ça devient, ça pose réellement question sur ce qu'on construit en commun avec nos parents d'élèves et avec nos élèves. Et clairement, on est sur une dérive là-dessus. On a même eu sur le département, on a été particulièrement choyés. Donc là, on est dans la phase, ça existe depuis plusieurs années, de mise en place des plans de mise en sûreté des établissements. Donc, on est en alerte vigilance attentat, c'est formidable. Et donc là, le scénario choisi par le rectorat pour les écoles du premier degré en Seine-Saint-Denis n'est rien d'autre qu'une mère d'élèves qui rentre armée, qu'en veut un enseignant, etc., ce qui crée un climat de suspicion absolument atroce voilà, et qui n'amène que fracture entre justement les enseignants et les parents d'élèves. Et c'est impossible de pouvoir porter ce type de projet. En tout cas, moi, je me refuse à le faire. Mais comme je me refuse aussi à limiter la laïcité au sein de mon école à la position du drapeau et de la Marseillaise qui n'ont aucun sens pour des enfants de 2 à 5 ans. Mais ce qui fait de moi, pour mon institution, une très mauvaise directrice qui n'est pas capable de défendre les valeurs de la laïcité. Voilà. Formidable pour nous, je trouve. Peut-être pas pour votre institution, mais moi, je trouve ça formidable parce que vous avez dit une chose essentielle, c'est la différence entre la croyance et le savoir. Et l'émancipation, c'est-à-dire le fait de grandir, commence évidemment par là. Et quelles que soient les croyances, elles ne sont pas de l'ordre du savoir. Donc, un grand merci. Et je trouve aussi assez beau ce que vous avez dit dans le rapport entre les enseignants et les parents. Je trouve que c'est une question très importante. À un moment donné, on en a beaucoup parlé. Et effectivement, aujourd'hui, on est plutôt il y a plutôt un retrait de l'institution par rapport à ce sujet, la place des parents dans l'école. Et souvent, on les laisse d'ailleurs maintenant à la porte, certainement Vigipirate, mais pas seulement. Donc, merci à vous. Peut-être, Jean-Paul Delahaye, vous voulez une réaction rapide avant qu'on continue à continuer notre réflexion. Hein? Oui, non, mais je veux bien réagir à cela parce que l'école vous tient à cœur quand même. Hein. Et voilà, on a beaucoup de chance dans notre pays en général et dans le 93 en particulier d'avoir des collègues enseignants d'une telle qualité. Certains ont cru devoir écrire qu'il y avait des territoires perdus de la République. En fait, ce sont des territoires vivants. Je reprends le titre d'un ouvrage qui est paru l'année dernière, il y a 2 ans, Territoire vivant de la République, et on est ici vraiment dans un territoire vivant. La laïcité, on l'a vu avec les témoignages de nos collègues, ça ne peut pas s'apprendre comme un catéchisme, parce que ce n'est pas un catéchisme. Et effectivement, Benoît Test a raison, on n'enseigne pas la liberté avec un discours uniquement descendant. Enfin, c'est pas possible, ça. La laïcité, c'est la citoyenneté en action. La mission de l'école publique, est-ce qu'il est nécessaire de le rappeler? Peut-être il est nécessaire de le rappeler à certains. Ce n'est pas de rendre tous les jeunes identiques. Hein. Ce n'est pas notre mission, ce n'est pas de rendre tous les jeunes identiques. Dans l'école, on a effectivement des attitudes, des questions, voire parfois des contestations, et elles ne sont pas toutes ces manifestations des atteintes insupportables, des menaces contre la République. Chez les jeunes, la revendication
identitaire, l'expression de conviction ou la manifestation même de contestation dans un cours de telle ou telle partie de programme. Ça peut être aussi un apprentissage de la liberté. Il ne faut pas sombrer dans une laïcité méfiante où la coexistence de la diversité ne serait possible qu'en taisant cette diversité. Et donc, il faut au contraire former nos élèves à vivre la laïcité en confiance, tout en ne mettant pas la poussière sous le tapis. C'est-à-dire qu'il y a, et ça on l'a dit dans l'enquête du Comité national d'action laïque, et d'ailleurs, si j'en parle autant, c'est que c'est la seule enquête aujourd'hui qui donne des chiffres et qui donne un verbatim d'enseignants racontant effectivement ce qu'ils font. Et que dit cette enquête? C'est effectivement ce que dit Benoît Tell, c'est que globalement quand même dans le pays ça se passe plutôt bien grâce aux enseignants et on arrive à transmettre les valeurs de la République et ce principe de laïcité. Et quand il y a des difficultés, c'est un chiffre de cette enquête que je peux vous dire parce que je m'en souviens, 97% des difficultés peuvent être réglées par le dialogue, nous disent les enseignants. Alors ça c'est une moyenne, mais quand je dis qu'on ne met pas la poussière sous le tapis, il faut aussi reconnaître qu'il y a dans certains territoires des difficultés plus importantes que d'autres, des endroits où il faut davantage qu'ailleurs expliquer la différence qu'il y a entre des préceptes d'une religion et les lois de la République. Donc, il ne faut pas nier qu'il y a ces difficultés, mais il ne faut pas ressasser tout le temps les mêmes incidents pour en faire effectivement le portrait d'une école où rien ne se passerait correctement. On arrive parfaitement, et avec les caricatures, et on a tous rendu hommage à ce formidable collègue qui en fait est mort en faisant son travail. Il faisait son travail en faisant cet apprentissage de la liberté d'expression. Ce travail sur les caricatures est un travail extrêmement difficile, sensible, délicat, et nos enseignants arrivent à faire comprendre à des élèves, il faut le dire ça aussi, qu'on a parfaitement le droit de ne pas être d'accord avec une caricature. Ça c'est Gandhi qui disait on n'est pas obligé d'approuver ce qu'on tolère. Voilà. On peut même ajouter, nous, avec un vocabulaire français, dans une république laïque comme la France, on n'interdit pas tout ce qui dérange. Donc on a parfaitement le droit, il faut se détendre là-dessus, on a parfaitement le droit de ne pas être d'accord avec telle ou telle attitude, tel ou tel dessin, simplement. Voilà, il n'y a pas de blasphème chez nous, ça existe peut-être dans les religions, mais dans une école publique laïque, il n'y a pas de blasphème, on a le droit de critiquer. Voilà, donc ce sont des choses qu'on arrive à faire, qui sont extrêmement difficiles. C'est pour ça que les enseignants nous disent, d'ailleurs, dans cette enquête du CNAL, 75% d'entre eux nous disent on n'a pas été formés. En formation initiale, on a tout simplement oublié de nous parler de laïcité. Et puis 94% nous disent, alors en formation continue, n'en parlons pas, on n'a jamais entendu parler de laïcité. Donc, pour peu que les enseignants soient accompagnés, pour peu effectivement qu'on les aide à constituer ces collectifs qui sont nécessaires, parce qu'on ne résout pas les difficultés qu'on peut rencontrer dans sa classe tout seul, il y a un collectif qu'il faut constituer, pour peu qu'on ait ces conditions élémentaires de fonctionnement professionnel, on arrive à résoudre la plupart tout de même des difficultés, en ne cachant pas qu'il y a ici ou là des problèmes qui sont plus graves qu'ailleurs. On a des collègues enseignants qui sont des lanceurs d'alerte parce qu'ils voient bien les difficultés monter dans certains territoires. Donc bravo en tout cas, bravo. Merci. Donc je crois que le bravo, les 93 participants qui sont là, on était jusqu'à 100, le partage, évidemment. Il nous reste une question par rapport à la laïcité qu'on voulait aborder parce que je pense qu'elle est aussi importante. La France est un pays multiculturel, c'est rien de le dire. On est en Europe le pays où il y a le plus de mariages mixtes, donc finalement il y a quand même une énergie, je dirais, collective par rapport à cette diversité qui effectivement tend à être cachée par les extrémistes et je dirais les réactionnaires de tous bords. La question qu'on voulait aussi, sur laquelle on voudrait terminer, c'est cette question de l'universel. Et je pense que c'est un sujet qu'il faut aborder. Comment on peut situer par rapport à l'universalité de la laïcité, comment on peut se situer, y compris en se disant que justement, on n'est pas dans l'esprit d'imposer, on n'est pas des gardiens de la laïcité au niveau international, mais c'est une question qui permet, quand cette règle est dans la vie de la cité, permet
de préserver un certain nombre de droits. Est-ce que vous pouvez nous donner votre opinion là-dessus? Parce que je crois que c'est quand même, pour terminer, une question que beaucoup se posent. Oui, très, très rapidement. La laïcité, ça n'est pas une exception française. On le dit parfois, hein, on dit parfois que la laïcité est peu répandue sur la planète, qu'elle constitue donc cette exception. Ça, c'est une idée reçue. Beaucoup d'autres pays ont mis en œuvre le principe de laïcité avant nous, ou après nous, ou par d'autres voies. Et c'est vrai, sans toujours utiliser le mot laïcité, qui est plutôt là, pour le coup, une spécificité française. Ce qui est aussi une spécificité française, c'est la manière dont la laïcité est arrivée dans notre pays. C'est le fruit d'un combat. Hein. C'est le fruit d'un combat contre la religion catholique. On a d'abord séparé la religion catholique de l'école, ça c'est Jules Ferry en 1882, et après on a séparé les églises et essentiellement la religion catholique de l'État en 1905, et ça ne s'est pas fait tout seul. Ça ne s'est pas fait tout seul, ça a été un combat mené par des républicains qui avaient la tête sur les épaules et qui ont été extrêmement fermes sur des principes, mais qui ont laissé le temps aussi aux choses de s'installer, une très grande progressivité dans la mise en œuvre, etc. Mais ça a été quand même le fruit d'une tension forte, et ça, c'est probablement effectivement ce qui caractérise la position française. Mais si on regarde les textes juridiques qui régissent l'Europe d'aujourd'hui, en particulier la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales de 1950, si vous regardez l'article 9 de cette Convention européenne des droits de l'homme, d'abord, cet article 9, comment il s'appelle? Son titre, c'est « Liberté de pensée, de conscience et de religion ». Et il y a deux paragraphes, et moi je m'y retrouve parfaitement comme français. 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites. Ça, c'est le premier paragraphe. Et il y a un deuxième paragraphe. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires dans une société démocratique à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé, de la morale publique ou à la protection des droits et libertés d'autrui. C'est très exactement la traduction de la laïcité telle que nous la concevons dans notre pays. Donc, la Convention européenne des droits de l'homme est parfaitement, si vous voulez, dans les clous de la laïcité à la française. Au total, et ça c'est Jean Bobéro qui le dit dans son travail, il le dit que beaucoup de pays ont franchi ce qu'il appelle le seuil minimal de laïcité, et donc les États européens sont en train, construisent bien une Europe laïque, et encore une fois, vu de l'étranger, ce qui fait notre spécificité, c'est que nous, ça ne s'est pas passé tout seul, et que ça a été le fruit d'un combat à la fois parfois violent et puis long aussi. Merci Jean-Paul. On arrive à la fin de cette rencontre. Bon, moi je retiens le dernier mot. La laïcité a été le fruit d'un combat, et j'ai envie de dire qu'on a encore bien des combats devant nous pour que la laïcité ne soit pas comprise comme certains voudraient que ce soit aujourd'hui, comme quelque chose une laïcité de la contrainte, une laïcité punitive. C'est des choses qu'on entend un peu de partout, et notamment du gouvernement, et je crois que c'est important de le dire. Mais effectivement que ça organise la société pour que la promesse d'égalité, elle puisse avancer. Mais je crois qu'il faut le comprendre comme ça. En même temps, elle ne résout pas tout. Oui. Si tu veux dire juste, Henriette, juste avant de te laisser le mot de la fin, en fait, tout est dit dès le premier article de notre Constitution. Qu'est-ce qui dit le premier article de notre Constitution? La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. La République est indivisible. Ça, c'est très important de bien le comprendre, parce que ceux qui parlent aujourd'hui de République une et indivisible, à tort, sont les plus réticents devant la diversité. Et les constituants de 1946, justement parce qu'ils n'ont pas retenu le mot « une » dans la Constitution, et ceux de 58, c'est la même chose, ils ont indiqué qu'ils reconnaissaient par là la diversité d'une république qui n'est pas uniforme. Mais quand ils ont mis au début de notre article 1er de la Constitution le mot « indivisible »,
en le mettant bien en tête pour être tout à fait sûr que chacun en mesure bien l'importance, ils ont voulu, ces constituants, rejeter solennellement toute tentation de structuration de cette diversité en entités distinctes, juste à poser. C'est extrêmement difficile de rester indivisible et ils nous ont donné la recette d'une certaine manière. Pour que la France reste une république indivisible, c'est-à-dire que cette diversité ne s'explose pas en segments indépendants, il faut que la République soit en même temps laïque, démocratique et sociale. Tout est dit. Parfait, c'est parfait, c'est une excellente conclusion, Jean-Paul. Donc moi, je vais juste vous dire qu'on va continuer ce travail et je vous propose de nous retrouver pour la prochaine coopérative. On va continuer ce travail sur la laïcité, y compris en réfléchissant sur le sens des mots et en travaillant un sujet très important, celui du terrorisme, de l'islamisme. Qu'est-ce que tout ça signifie? Comment on peut donner, quel sens on peut donner à tout ça, et nous aurons l'occasion de revenir vers vous et de vous inviter à la prochaine coopérative. Je veux dire à tout le monde que, évidemment, on va mettre sur le site de la coopérative ou la vidéo en direct ou le lien de l'intervention de Jean-Louis Bianco que nous n'avons pu entendre en départ de cette réunion. Donc, vous l'aurez dès demain, Bertrand? Dès demain, Bertrand confirme, donc c'est parfait. Vous aurez en replay la possibilité de voir toute la séquence et y compris de la diffuser autour de vous si vous le souhaitez. Et dernier point, nous allons faire un écrit en reprenant ce qui nous paraît les éléments essentiels, y compris les questions que à la suite de cette coopérative on peut se poser, de telle façon que le travail continue et qu'on soit vraiment, et j'ai vu qu'il y avait énormément, on a eu 99 éléments de discussion, donc vous avez beaucoup participé. Là aussi, ce que je veux vous dire, c'est que chacun, pour les questions auxquelles on n'aura pas répondu, on vous renverra une réponse. On va vous renvoyer des mails de personnes avec lesquelles vous pouvez continuer de discuter, de travailler si ça vous intéresse. Je crois que ça aussi, c'est important, de créer toutes les connexions qui sont nécessaires pour avancer sur ce sujet, parce que devant nous, il y a quand même la loi dont on va être amené à parler, et de ce point de vue, il faudra effectivement que chacun soit armé pour donner le plus d'éléments possibles autour de nous. Donc, un grand merci à tout le monde. Et puis peut-être, je voudrais vous dire aussi un merci à notre petite équipe, parce que on avait Mylène Cala et Damien, non pas Damien, et Bertrand Amache à la technique. Et je peux vous dire qu'ils ont sacrément galéré tout l'après-midi et que nous avons construit toute la séquence avec Damien, les deux dont je viens de parler, Damien Boussard évidemment, Mamadou Tounkara, Benoît Boiteux, Gérard Olivieri, Daniel Bénet. On a un petit collectif et cette rencontre a été préparée à plusieurs mains, ce qui me semble aussi un point important. Merci à vous. Excusez les petits problèmes techniques, mais finalement, on s'améliore en cours de route.